Paris, une soirée brumeuse de novembre 2023. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les pas résonnent différemment quand un homme précis traverse le hall. Les conversations s'interrompent. Les regards se détournent. Les assistants parlementaires pressent le pas. Ce n'est pas le président de la République qui provoque cette étrange réaction, ni aucun ministre en exercice. C'est un homme qui n'a jamais occupé le fauteuil suprême, qui n'a jamais dirigé un seul ministère régalien. Et pourtant son ombre plane sur le pouvoir français comme une menace silencieuse que personne n'ose nommer publiquement. Jean-Luc Mélenchon. Un nom qui fait trembler les murs de l'Élysée plus efficacement que n'importe quelle manifestation. Mais pourquoi un éternel opposant, un homme qui a échoué à 3 reprises dans sa course à la présidence, inspire-t-il une crainte si viscérale aux détenteurs du pouvoir réel ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur irrationnelle, presque superstitieuse, que manifestent même les plus puissants dirigeants européens lorsqu'ils évoquent à son nom en privé ? Des documents récemment exhumés des archives de plusieurs services de renseignement européens révèlent une réalité troublante. Depuis plus de 40 années, cet homme tisse une toile d'influence souterraine dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières françaises. Des rencontres secrètes dans des résidences diplomatiques sud-américaines. Des négociations discrètes avec des puissances émergentes, des réseaux d'influence qui relient Paris à Caracas, à Moscou, à Pékin, formant une cartographie invisible du pouvoir parallèle. Les services secrets français possèdent un dossier sur Mélenchon qui dépasse les 3000 pages, un dossier classé confidentiel défense dont l'existence même n'est jamais mentionnée officiellement. Que contiennent ces pages ? Pourquoi chaque nouveau président, après son élection, reçoit-il un briefing spécial consacré exclusivement à cet homme qui n'a jamais gouverné ? Et surtout, pourquoi les présidents successifs sortent-ils de ce briefing avec le visage blême et le regard inquiet de ceux qui viennent de découvrir une vérité qui change tout ? Cette enquête lève le voile sur un mystère qui hante la République française depuis des décennies. Un mystère qui explique pourquoi le véritable pouvoir ne se trouve peut-être pas là où nous le cherchons. Jean-Luc Mélenchon referme la porte de son bureau au 3e étage. Le bruit sourd résonne dans le silence. Dehors, la nuit parisienne s'étend comme une nappe d'encre sur les toits de la capitale. Mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus obscur se trame depuis des décennies. Quelque chose que les médias officiels n'osent jamais évoquer complètement, se contentant de frôler la surface d'une réalité bien plus troublante. Dans les archives du ministère de l'Intérieur, un dossier porte un numéro de série qui n'apparaît dans aucun registre public. Seuls 3 fonctionnaires de haut rang connaissent son existence. Le document principal, rédigé sur papier verger jauni, date du 15 avril 1981. L'encre bleue a légèrement pâli, mais les mots restent lisibles. Un rapport de surveillance établi par une cellule discrète des renseignements généraux. Le sujet, un jeune militant trotskiste nommé Jean-Luc Mélenchon, alors âgé de 29 ans, professeur de français dans un lycée professionnel de la banlieue parisienne. Ce qui frappe dans ce rapport, ce n'est pas la surveillance elle-même. À cette époque, des milliers de militants d'extrême gauche faisaient l'objet de filatures routinières. Non, ce qui glace le sang, c'est la note manuscrite ajoutée en marge par un agent dont le nom a été noirci au feutre indélébile. Une note qui dit simplement ceci. Profil atypique, capacité de mobilisation exceptionnelle, surveillé de très près, potentiel dangereux pour la stabilité institutionnelle à long terme. Un homme de 29 ans, simple enseignant, déjà considéré comme une menace pour la République. Les années qui suivent voient effectivement l'ascension fulgurante de Mélenchon dans l'appareil politique français. Sénateur à 44 ans, ministre délégué à 59 ans sous le gouvernement Jospin. Mais c'est ce qui se passe dans l'ombre qui intrigue vraiment ceux qui savent observer. Les réunions qui n'apparaissent dans aucun agenda officiel. Les conversations téléphoniques qui échappent mystérieusement aux écoutes de routine. Les rencontres nocturnes dans des appartements discrets du Marais. Un ancien conseiller de l'Élysée, aujourd'hui retiré dans une maison de campagne du Périgord, accepte de parler à condition que son identité reste cachée. Ses mains tremblent légèrement quand il allume une cigarette dans le jardin envahi par les herbes folles. Il raconte ce qu'il a vu en 2012 pendant la campagne présidentielle où Mélenchon obtient près de 4 millions de voix au premier tour. Le candidat officiel du Parti socialiste, François Hollande, semblait serein en public.
Mais dans les bureaux feutrés de son QG de campagne, l'angoisse était palpable. Le conseiller se souvient d'une réunion particulière, le 23 mars 2012, 3 semaines avant le scrutin. Tous les sondages plaçaient Mélenchon en forte progression. Certains instituts prédisaient même qu'il pourrait dépasser Marine Le Pen et accéder au second tour. Ce soir-là, le téléphone rouge du QG a sonné. Pas le téléphone ordinaire. Le rouge, celui qui ne sonne que pour les affaires d'État les plus graves. À l'autre bout du fil, une voix que le conseiller n'a jamais identifiée. Un homme qui parlait avec l'autorité de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi sans question. La conversation a duré moins de 2 minutes. Puis Hollande a raccroché, le visage exsangue. Il s'est tourné vers ses collaborateurs les plus proches et a prononcé une phrase que le conseiller n'oubliera jamais. Ils ont peur de lui, vraiment peur, plus que de n'importe qui d'autre. Si Mélenchon passe au second tour, ils interviendront. Qui était ces ils mystérieux? Le conseiller hausse les épaules, tire une longue bouffée de cigarette. Il ne sait pas. Personne ne sait vraiment. Mais depuis cette nuit-là, il comprend que le pouvoir en France ne se limite pas aux institutions visibles, qu'il existe des cercles dont l'influence dépasse largement celle d'un président élu au suffrage universel. Les semaines qui ont suivi cette conversation téléphonique ont vu un étrange ballet médiatique. Soudainement, les grandes chaînes de télévision ont modifié leur couverture de la campagne de Mélenchon. Plus d'invitations dans les émissions de prime time, des reportages qui insistaient sur les aspects les plus radicaux de son programme, des éditorialistes habituellement mesurés qui utilisaient des mots comme démagogue, populiste dangereux, apprenti dictateur, une coordination qui semblait orchestrée depuis une source unique, invisible mais omniprésente. Mélenchon a finalement obtenu 11,1% des suffrages, un score honorable mais insuffisant pour accéder au second tour. Le soir des résultats, dans son QG de campagne parisien, ses partisans pleuraient de déception. Lui restait étrangement calme, presque souriant, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient, comme s'il comprenait déjà que la vraie bataille ne se jouait pas dans les urnes, mais ailleurs, dans des sphères où les citoyens ordinaires n'ont aucun accès. Un journaliste indépendant spécialisé dans les enquêtes sur les réseaux d'influence a tenté en 2015 de reconstituer les connexions invisibles qui entourent Mélenchon. Son nom, Julien Carpentier. Pendant 8 mois, il a compilé des documents, interrogé des sources, reconstitué des organigrammes complexes. Il préparait un livre explosif qui devait paraître en janvier 2016. Le manuscrit s'intitulait « L'homme qui fait trembler la République ». 320 pages de révélations sur les véritables raisons pour lesquelles Mélenchon suscite une telle anxiété dans les hautes sphères du pouvoir. Le 28 décembre 2015, Julien Carpentier est retrouvé mort dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Crise cardiaque, conclut le médecin légiste. L'homme avait 42 ans, pratiquait le jogging 3 fois par semaine, ne fumait pas, buvait modérément. Aucun antécédent médical. Son ordinateur portable a disparu. Le manuscrit également. Les sauvegardes numériques mystérieusement effacées. Sa veuve, une femme au regard hanté, refuse aujourd'hui de parler de cette affaire. Mais ses voisins racontent qu'elle a quitté Paris 3 mois après le décès de son mari, qu'elle vit désormais quelque part en Bretagne sous un autre nom, qu'elle ne répond jamais aux sollicitations des journalistes, qu'elle semble terrorisée par quelque chose qu'elle ne veut pas nommer. Les couloirs de l'Assemblée nationale bruissent de rumeurs depuis le printemps de l'année 2006. Cette date marque un tournant dans la carrière politique de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le début d'une série d'événements troublants qui n'ont jamais été pleinement expliqués au grand public. À cette époque, plusieurs journalistes d'investigation travaillaient sur un dossier explosif concernant les réseaux d'influence du sénateur socialiste. Parmi eux, Marc Valéry, reporter chevronné au Monde, avait accumulé pendant 3 ans des preuves d'un système de pouvoir parallèle bien plus sophistiqué que tout ce qui avait été documenté jusqu'alors. Valéry avait découvert l'existence d'un groupe informel baptisé le Cercle du Jeudi. Ce collectif se réunissait chaque semaine dans un appartement discret du 6e arrondissement, près du jardin du Luxembourg. Les participants n'étaient jamais les mêmes, mais un noyau dur de 7 personnes formait le cœur de cette organisation.
syndicaliste de la CGT, intellectuel trotskiste, ancien militant de l'Organisation communiste internationaliste, et surtout 3 hauts fonctionnaires du ministère des Finances dont les noms n'ont jamais filtré dans la presse. Selon les notes retrouvées dans l'ordinateur portable de Valérie, ces réunions servaient à coordonner des actions politiques à long terme, à placer des sympathisants dans les rouages de l'administration, à préparer ce que l'un des participants appelait la grande bascule démocratique. Le 23 avril 2006, Marc Valéry téléphone à son rédacteur en chef. Sa voix tremble légèrement. Il annonce qu'il tient enfin la preuve définitive, un enregistrement audio d'une réunion du Cercle où Mélenchon lui-même évoque ouvertement la stratégie de noyautage des institutions. L'article doit paraître le surlendemain, mais Marc Valéry ne reviendra jamais à la rédaction. Son corps est retrouvé le 25 avril dans sa voiture, garée près du bois de Vincennes. Mort par asphyxie au monoxyde de carbone, le tuyau d'échappement soigneusement relié à l'habitacle par un morceau de tissu. Suicide, conclut rapidement la police. Dépression nerveuse, ajoutent les collègues interrogés. Personne ne mentionne le fait que l'ordinateur portable du journaliste a disparu. Personne ne s'interroge sur l'absence totale de lettres d'adieu alors que Valéry était marié et père de 2 enfants. Le dossier est classé en moins de 3 semaines. Pourtant, certains détails ne cadrent pas avec la version officielle. Une serveuse du café Le Lutèce, située en face de l'immeuble où se tenaient les réunions du Cercle, se souvient d'avoir vu Valéry photographier discrètement les entrées et sorties des participants quelques jours avant sa mort. Elle se rappelle aussi 2 hommes en costume sombre qui observaient le journaliste depuis une voiture aux vitres teintées. Lorsqu'elle accepte de témoigner auprès d'un confrère de Valéry, 6 mois plus tard, elle reçoit des menaces anonymes. Son café est vandalisé à 2 reprises. Elle finit par se rétracter et refuse désormais toute interview. Dans les archives du Parti socialiste, conservées à la Fondation Jean Jaurès, un chercheur découvre par hasard en 2011 un carton étiqueté « Correspondance interne 1988 à 1994 ». Parmi les centaines de lettres et notes de service, plusieurs documents font référence à des dissensions internes concernant la ligne politique défendue par Mélenchon, alors jeune élu. Un rapport confidentiel daté du 12 novembre 1991, signé par un cadre du parti dont le nom a été caviardé, mentionne des inquiétudes quant aux fréquentations du sénateur de l'Essonne. Le texte évoque des contacts réguliers avec des éléments radicaux issus de la mouvance d'extrême gauche, des réunions nocturnes dont le contenu reste flou et surtout des transferts financiers suspects vers des associations écrans. Le chercheur Antoine Mercier décide de creuser davantage. Il retrouve la trace de l'auteur probable du rapport, un certain Philippe Dournac, ancien membre de la commission de contrôle interne du PS. Dournac accepte de le rencontrer dans un café de Toulouse où il a pris sa retraite. L'homme, âgé de 73 ans, paraît nerveux. Il confirme avoir rédigé plusieurs notes d'alerte concernant Mélenchon entre 1989 et 1995. Mais chaque fois, ces rapports disparaissaient mystérieusement des circuits officiels ou étaient classés sans suite par la direction du parti. Dournac évoque une protection invisible, une main puissante qui veillait à ce que certaines informations ne remontent jamais aux instances dirigeantes. Lors de cette rencontre, Dournac remet à Mercier une photocopie d'un document qu'il a conservé pendant toutes ces années. Il s'agit d'un relevé bancaire partiel datant de 1993, montrant des virements réguliers depuis un compte domicilié au Luxembourg vers une association dénommée Cercle de réflexion républicaine. Le titulaire du compte luxembourgeois est une société écran enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Les montants ne sont pas négligeables, plusieurs dizaines de milliers de francs chaque trimestre. Dournac explique avoir obtenu ce document par un contact au ministère des Finances, un contrôleur fiscal qui enquêtait discrètement sur des flux financiers suspects liés à certaines figures politiques. Ce contrôleur, du nom de Daniel Frossard, est décédé brutalement en 1995 d'une crise cardiaque foudroyante à l'âge de 42 ans, alors qu'il était en excellente santé. Antoine Mercier publie un article dans une revue d'histoire politique en 2012. L'article passe relativement inaperçu, noyé dans le flot d'informations de la campagne présidentielle. Mais 3 semaines après sa parution, Mercier reçoit un appel téléphonique anonyme. Une voix masculine, calme et posée,
lui conseille de cesser ses recherches s'il tient à sa carrière universitaire. Quelques jours plus tard, son bureau à la Sorbonne est cambriolé. Seuls ses dossiers de recherche sur Mélenchon ont disparu. L'ordinateur, le matériel coûteux, tout est resté en place. Mercier porte plainte, mais l'enquête n'aboutira jamais. Ce qui frappe dans tous ces récits, c'est la constance du schéma. Des témoins qui reculent, des documents qui s'évanouissent, des morts opportunes qui closent les investigations avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Et toujours, cette impression diffuse que quelqu'un veille, que des yeux invisibles surveillent ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Les services de renseignement français possèdent-ils des dossiers plus complets sur ces affaires, mais l'un d'eux continuait d'interroger les témoins survivants, cherchant à reconstituer le puzzle fragmenté d'une vérité qui semblait échapper à toute tentative de capture définitive. Les archives de la Direction de la surveillance du territoire conservent un dossier jamais ouvert au public, classé sous la référence DST-7-7-100-4-20-S. Ce document, que 3 fonctionnaires aujourd'hui retraités acceptèrent d'évoquer sous couvert d'anonymat, contient des rapports de surveillance établis entre juin 2006 et novembre 2008. La cible principale demeure Jean-Luc Mélenchon, alors ministre délégué à l'enseignement professionnel, mais l'objet véritable de cette surveillance dépasse largement le cadre traditionnel d'une enquête administrative. Les agents notaient non des déplacements inhabituels, des rencontres nocturnes dans des lieux improbables, des communications cryptées avec des interlocuteurs situés bien au-delà des frontières françaises. L'un de ces rapports, daté du 15 septembre 2007, mentionne une réunion qui se serait tenue dans une propriété privée des environs de Versailles. 8 personnes présentes, toutes identifiées par les services. Parmi elles, 2 anciens hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, un conseiller économique ayant travaillé pour plusieurs gouvernements africains et un homme présenté comme représentant d'intérêts vénézuéliens. Le rapport précise que la discussion porta sur la restructuration des réseaux d'influence socialiste en Amérique latine, mais également sur la création de canaux de financement échappant au contrôle bancaire traditionnel. Pourquoi ces informations n'ont-elles jamais été transmises à la justice ? La réponse se trouve peut-être dans une note manuscrite ajoutée en marge du document, d'une écriture élégante et ferme, « Dossier gelé sur ordre direct, niveau Matignon ». 3 semaines après cette réunion versaillaise, un incident étrange se produisit au ministère de l'Éducation nationale. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2007, les systèmes de sécurité enregistrèrent une intrusion dans les bureaux du cabinet de Mélenchon. Aucune effraction visible, aucun vol apparent. Mais les techniciens constatèrent qu'un ordinateur avait été allumé puis éteint durant exactement 17 minutes. Les fichiers consultés concernaient toutes les relations internationales du ministre, notamment ses correspondances avec des syndicats enseignants d'Amérique du Sud et des organisations progressistes européennes. Le rapport de sécurité fut classé sans suite et le responsable de la protection du site, Alain Dufresne, fut muté 3 jours plus tard vers un poste administratif en province. Contacté par nos soins, il refusa de commenter, se contentant de dire que certaines questions méritèrent de rester sans réponse pour le bien de tous. La même période vit l'émergence d'un réseau de soutien financier dont les ramifications demeurent aujourd'hui partiellement dans l'ombre. Plusieurs associations créées entre 2006 et 2009 présentaient des statuts similaires. Promotion de l'éducation populaire, soutien aux initiatives citoyennes, défense des services publics. Leurs sièges sociaux, dispersés entre Paris, Lyon et Marseille, affichaient des adresses correspondant à de simples boîtes postales. Pourtant, leurs comptes bancaires enregistraient des mouvements financiers considérables. L'une d'elles, l'Association pour la Renaissance démocratique, reçut en 2008 des virements totalisant près de 400 000 €, provenant de fondations domiciliées au Luxembourg et à Chypre. Les noms des donateurs ne figuraient dans aucun registre public accessible. Un expert comptable marseillais, Henri Castellane, accepta d'examiner ces flux financiers à la demande d'un collectif de citoyens inquiets. Ses conclusions, rédigées dans un document de 43 pages, établissaient un schéma complexe de transferts triangulaires impliquant des structures philanthropiques européennes, des cabinets de conseil en stratégie politique et des organismes culturels sud-américains. Castellane identifiait un point commun troublant.
Chacune de ces entités comptait parmi ses administrateurs ou ses conseillers des personnalités proches du cercle politique de Jean-Luc Mélenchon. Le 24 mars 2009, alors qu'il s'apprêtait à transmettre son rapport à la Commission nationale des comptes de campagne, Henri Castellane fut victime d'un accident de la circulation. Sa voiture quitta la route départementale au niveau d'un virage pourtant facile près d'Aix-en-Provence. Les gendarmes conclurent à une perte de contrôle inexpliquée. L'ordinateur portable de Castellane, qu'il transportait toujours dans son véhicule, ne fut jamais retrouvé parmi les débris. Dans les semaines qui suivirent, 2 autres personnes ayant eu accès à des informations similaires connurent des destins perturbants. Sophie Marchand, juriste spécialisée dans les questions de transparence des partis politiques, reçut des menaces anonymes par courrier électronique. Les messages tracés par la police jusqu'à des serveurs situés en Europe de l'Est contenaient des détails intimes sur sa vie privée et celle de ses enfants. Elle choisit d'abandonner ses recherches et accepta un poste dans une organisation internationale basée à Genève. Quant à Thierry Bonhomme, journaliste indépendant ayant enquêté sur les réseaux financiers de la gauche radicale, il fit l'objet d'une campagne de diffamation orchestrée sur les réseaux sociaux naissants. Des documents falsifiés circulèrent, l'accusant de malversation professionnelle. Sa réputation détruite, il quitta le métier en 2010. Les témoignages recueillis auprès de militants de base du parti de gauche, créé en février 2009, révèlent une organisation pyramidale d'une efficacité redoutable. Contrairement aux structures traditionnelles des partis français, celui-ci fonctionnait selon un modèle inspiré des mouvements révolutionnaires latino-américains, des cellules autonomes, une discipline collective stricte, une communication centralisée autour de la figure charismatique de Mélenchon. Plusieurs anciens cadres évoquent des réunions stratégiques où les décisions étaient déjà prises avant même toute discussion, des votes dont les résultats semblaient connus d'avance, une hiérarchie invisible mais omniprésente. L'ancien responsable de la Fédération du Nord, Patrick Lemaire, raconta avant sa mort en 2015 comment il avait été écarté après avoir questionné l'origine de certains financements. Lors d'un entretien enregistré 6 mois avant son décès, il expliquait avoir découvert que des cotisations importantes provenaient de structures associatives dont les véritables propriétaires demeuraient inconnus. Lorsqu'il souleva la question en comité directeur, on lui demanda de se concentrer sur le terrain militant. 2 semaines plus tard, il était accusé de mauvaise gestion de sa fédération et contraint à la démission. Sa voix tremblait encore en évoquant la froideur avec laquelle cette exclusion fut menée, comme si une machine bien huilée exécutait un protocole préétabli. Parallèlement à cette construction organisationnelle, Mélenchon développait une stratégie médiatique révolutionnaire pour l'époque. Dès 2008, ses équipes investissaient massivement les plateformes numériques, créaient des blogs influents, diffusaient des vidéos virales avant même que ce terme n'entre dans le langage courant. Cette maîtrise précoce des nouveaux médias soulevait des questions. D'où venait cette expertise technique? Qui formait ces équipes de communication digitale? Les budgets nécessaires dépassaient largement les moyens d'un parti politique naissant. Une enquête menée par un collectif de hackers éthiques en 2012 révéla que plusieurs serveurs hébergeant les sites du parti de gauche étaient domiciliés dans des pays offrant une opacité totale sur l'identité des propriétaires. Les noms de domaine avaient été enregistrés par des sociétés écrans dont les actionnaires demeuraient introuvables. Cette architecture numérique sophistiquée suggérait l'intervention de professionnels expérimentés, peut-être même de services spécialisés dans la guerre informationnelle. Mais au service de quels intérêts véritables? Le 15 octobre 2009, un ancien officier de liaison entre les services de renseignement français et l'appareil soviétique fut découvert sans vie dans son appartement du 16e arrondissement. Claude Arnault, 68 ans, retraité discret du ministère des Affaires étrangères, n'avait jamais attiré l'attention des médias. Le rapport de police mentionna une crise cardiaque. Aucune autopsie ne fut pratiquée. La famille accepta une crémation rapide. 3 jours plus tard, ses archives personnelles disparurent de son domicile. Les cambrioleurs ne touchèrent ni aux bijoux ni à l'argenterie. Seuls les dossiers, classeurs et carnets furent emportés. Un détail troublant émergea lors de l'enquête de voisinage. 2 hommes en costume sombre avaient été aperçus sortant de l'immeuble à l'aube, portant plusieurs cartons. Ils montèrent dans une voiture aux plaques diplomatiques. L'enquête fut classée sans suite.
Parmi les documents volatilisés figurait un dossier que Claude Arnault avait montré, 6 semaines auparavant, à son neveu journaliste. Ce dernier, François Arnault, accepta de témoigner sous condition d'anonymat partiel. Ces mots résonnent encore comme un avertissement. Mon oncle m'avait convoqué chez lui fin août. Il semblait nerveux, regardait constamment par la fenêtre. Il sortit une chemise cartonnée marquée du sigle de l'ancien ministère. À l'intérieur, des photocopies de télégrammes diplomatiques datant des années 80. L'un d'eux mentionnait explicitement un réseau d'influence soviétique parmi les jeunes élus socialistes français. Plusieurs noms apparaissaient en marge, annotés à la main. Jean-Luc Mélenchon figurait sur cette liste accompagné d'une mention énigmatique, candidat prioritaire pour développement ultérieur. Mon oncle me dit que ces réseaux n'avaient jamais été démantelés, qu'ils s'étaient seulement adaptés, transformés. Il voulait que je publie ces informations. 2 semaines après notre rencontre, il changea d'avis. Il me téléphona, la voix blanche, me suppliant d'oublier ce que j'avais vu. Il avait reçu une visite. Des gens qui connaissaient beau des détails sur ma famille, mes enfants, leur école. Quand il mourut, je compris qu'il avait eu raison d'avoir peur. Le réseau dont parlait Claude Arnault portait un nom de code dans les archives du KGB récemment déclassifié en Russie. Opération Semence. Ce programme lancé en 1978 visait à identifier de jeunes militants prometteurs au sein de la gauche européenne. L'objectif n'était pas d'en faire des espions traditionnels, mais des agents d'influence capables, à terme, d'orienter les politiques nationales dans un sens favorable aux intérêts soviétiques. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ces réseaux ne disparurent pas. Ils furent récupérés, restructurés, réactivés par d'autres puissances. Un ancien analyste de la DGSE, qui requit l'anonymat absolu, confia lors d'un entretien clandestin dans un café de banlieue que certains dossiers de l'ère soviétique furent transférés à Moscou lors de la transition, puis réapparus dans les mains de services successeurs. Selon lui, le FSB conserve aujourd'hui des archives complètes sur des centaines de personnalités politiques européennes, dont plusieurs occupent actuellement des fonctions de premier plan. Entre 2010 et 2012, période durant laquelle Mélenchon quitta définitivement le Parti socialiste pour fonder le Parti de gauche, puis le Front de gauche, plusieurs incidents troublants jalonnèrent son parcours. Le 23 janvier 2011, lors d'un déplacement à Moscou officiellement consacré aux relations parlementaires, Mélenchon rencontra des représentants de la Douma. Les comptes rendus officiels mentionnent des discussions sur la coopération culturelle. Mais selon un câble diplomatique américain révélé par Wikileaks, l'ambassade des États-Unis à Moscou nota avec inquiétude que cette visite coïncidait avec la présence dans la capitale russe de plusieurs responsables des services de renseignement. Le câble classifié confidentiel suggérait que des rencontres parallèles avaient pu avoir lieu en marge du programme officiel. Aucune confirmation ne fut jamais apportée. Mélenchon démentit toute rencontre non protocolaire. Pourtant, un assistant parlementaire français présent lors de ce voyage raconta, sous couvert d'anonymat, que Mélenchon s'était absenté pendant près de 4 heures un après-midi, laissant la délégation officielle sans explication. À son retour, il semblait préoccupé, refusant de répondre aux questions sur ses allées et venues. La même année, un journaliste d'investigation belge, Marc Delvaux, entreprit une enquête sur les financements occultes de certains mouvements politiques européens. Il s'intéressait particulièrement aux flux d'argent transitant par des fondations basées à Chypre et à Malte. Delvaux, reporter expérimenté ayant déjà révélé plusieurs scandales de corruption, évoqua dans ses notes de travail le cas d'un parti français de gauche radicale ayant reçu des donations importantes via une structure offshore enregistrée à Nicosie. Il n'eut jamais le temps de publier ses découvertes. Le 8 juin 2011, Marc Delvaux disparut lors d'un reportage à Chypre. Sa voiture de location fut retrouvée abandonnée près d'une falaise. Son corps ne fut jamais découvert. Les autorités chypriotes conclurent à un accident, suggérant une chute mortelle dans la mer. Aucune recherche approfondie ne fut menée. Les notes de Delvaux, stockées sur son ordinateur portable, disparurent également. Son rédacteur en chef, interrogé des années plus tard, avoua avoir reçu des pressions pour ne pas poursuivre l'enquête entamée par le journaliste disparu.
Des pressions venues d'où exactement, il refusa de le préciser. Parallèlement, en France, la montée en puissance de Mélenchon s'accompagna d'une protection médiatique difficilement explicable pour un homme politique occupant alors une position marginale. Plusieurs rédactions reçurent des consignes internes de ne pas enquêter trop profondément sur son passé ou ses financements. Un ancien rédacteur en chef d'un grand quotidien parisien confia, lors d'un déjeuner privé, avoir été convoqué par son directeur de publication après avoir commandé un portrait critique de Mélenchon. Le directeur lui expliqua que certains sujets devaient être traités avec prudence, que des intérêts dépassant le cadre journalistique étaient en jeu. Quand le rédacteur insista pour connaître la nature de ces intérêts, il essuya un refus catégorique accompagné d'un avertissement à peine voilé concernant sa carrière. L'article ne parut jamais. Une version édulcorée, presque élogieuse, fut publiée à la place. Durant la campagne présidentielle de 2012, où Mélenchon obtint un score historique de plus de 11%, plusieurs observateurs notèrent l'efficacité inhabituelle de sa machine de campagne. Les meetings rassemblaient des foules considérables. L'organisation logistique fonctionnait avec une précision quasi militaire. Les financements semblaient suffisants pour couvrir des dépenses importantes. Pourtant, les comptes de campagne officiels ne révélaient rien d'anormal. Un expert comptable ayant travaillé pour une instance de contrôle des campagnes électorales, aujourd'hui à la retraite, admit lors d'un entretien confidentiel que certaines anomalies avaient été relevées mais jamais approfondies. Des donations fragmentées, des prêts contractés auprès d'établissements situés à l'étranger, des factures de prestataires difficiles à retracer. Tout restait techniquement légal, mais l'ensemble formait un puzzle dont certaines pièces manquaient. Quand il évoqua ces incohérences devant sa hiérarchie, on lui conseilla de ne pas insister, de valider les comptes et de passer à autre chose. Il obéit. Après l'élection de François Hollande, Mélenchon devint le principal opposant de gauche au nouveau pouvoir socialiste. Sa rhétorique se radicalisa, adoptant des positions de plus en plus proches de celles du Kremlin sur plusieurs dossiers internationaux. La crise ukrainienne, débutée fin 2013, constitua un tournant. Tandis que la majorité des responsables politiques européens condamnaient l'annexion de la Crimée, Mélenchon adopta une posture ambiguë, dénonçant l'impérialisme occidental et relativisait les actions russes. Cette position lui valut des critiques acerbes, mais aussi un soutien inattendu de médias internationaux financés par Moscou. Russia Today et Sputnik multiplièrent les interviews complaisantes, offrant à Mélenchon une tribune internationale inespérée. Coïncidence troublante ou stratégie concertée, la question demeure sans réponse définitive. Ce qui est certain, c'est que cette visibilité médiatique consolida son statut de figure incontournable de la gauche radicale française, préparant le terrain pour les batailles électorales à venir et renforçant l'emprise mystérieuse qu'il semblait exercer sur une partie croissante de l'opinion publique. Les archives personnelles de Claude Arnault auraient dû être transférées aux archives nationales selon la procédure habituelle. Mais la caisse en bois contenant ces dossiers ne parvint jamais à destination. Le bordereau d'expédition portait la signature d'un employé du ministère qui, interrogé 6 mois plus tard, jura ne jamais avoir vu ces documents. Le colis disparut quelque part entre le quai d'Orsay et la rue des Francs-Bourgeois. Une perte administrative banale, conclut le rapport interne. Sauf qu'une enveloppe échappa à cette disparition organisée. Marie-Claude Arnault, la nièce de l'officier décédé, découvrit cette enveloppe scellée à la cire rouge dans le double fond d'un secrétaire en acajou que la famille lui avait légué. Elle ne contenait que 4 feuillets jaunis, tapés à la machine, sans en-tête officielle. Le premier portait une date, 23 novembre 1983. Le second énumérait 7 noms de code, tous précédés de la mention « contact actif ». Le troisième décrivait un protocole de communication par petites annonces dans l'humanité. Le quatrième, le plus troublant, mentionnait un transfert de fonds depuis une banque commerciale de Moscou vers un compte ouvert à Genève au nom d'une fondation culturelle française. Marie-Claude hésita 3 semaines avant de confier ces documents à un journaliste indépendant qu'elle connaissait vaguement. Cet homme, Julien Mercier, travaillait pour un petit hebdomadaire d'investigation politique.
Il examina les feuillets avec une excitation contenue, reconnaissant immédiatement les signatures codées utilisées par les services durant la guerre froide. Il promit à Marie-Claude de vérifier les informations avant toute publication. Elle ne le revit jamais. 2 jours après leur rencontre, Julien Mercier prit le train pour Bruxelles afin de rencontrer un ancien agent de la sûreté belge qui avait accepté de lui parler. Il ne descendit jamais à la gare du Midi. Les caméras de surveillance du wagon montrèrent un homme correspondant à son signalement quittant précipitamment le train à Lille, puis disparaissant dans la foule. Son téléphone portable fut retrouvé dans une poubelle de la gare 3 jours plus tard, la carte SIM arrachée. L'enquête policière conclut à une disparition volontaire, évoquant des problèmes financiers personnels que personne dans l'entourage du journaliste ne confirma. Les 4 feuillets que lui avait confiés Marie-Claude ne furent jamais mentionnés dans le dossier. Quant à Marie-Claude elle-même, elle quitta brusquement son appartement de Neuilly 6 semaines après la disparition de Mercier et s'installa chez une cousine dans le Vaucluse. Elle refusa catégoriquement de répondre aux questions, même lorsqu'un avocat mandaté par la famille Mercier tenta de la joindre. Mais certaines informations circulent, même lorsque leurs détenteurs disparaissent. Un collègue de Mercier, Philippe Desmarais, avait reçu un appel téléphonique de sa part la veille de son départ pour Bruxelles. Mercier, lui, avait parlé avec excitation d'un réseau dormant qui aurait survécu à la chute du mur de Berlin. Un réseau dont certains membres occupaient désormais des positions influentes dans la gauche française. Il avait mentionné des versements réguliers, camouflés en dons à des associations culturelles, qui alimentaient des campagnes politiques depuis des années. Il avait parlé d'un homme, un leader charismatique dont la trajectoire politique ne pouvait s'expliquer uniquement par son talent oratoire. Desmarais nota ces informations dans un carnet qu'il cacha chez sa mère. Il ne publia rien, terrifié par ce qui était arrivé à son collègue. Mais il continua discrètement ses recherches, consultant les archives publiques, recoupant les dates, examinant les parcours de certaines personnalités politiques apparues sur la scène nationale au début des années 2000. Un nom revenait avec une insistance troublante dans ses notes. Un homme dont l'ascension fulgurante au sein de la gauche radicale française avait surpris de nombreux observateurs. Un tribun dont la rhétorique enflammée séduisait les foules avec une efficacité qui semblait parfois dépasser le simple talent politique. Les recherches de Desmarais le menèrent vers un ancien permanent du Parti communiste français qui avait quitté l'organisation au milieu des années 90. Cet homme, que nous appellerons simplement Georges pour protéger l'identité de ses descendants encore vivants, accepta de le rencontrer dans un café discret du 13e arrondissement en février 2011. Georges avait 75 ans, la voix cassée par des décennies de tabac, les mains tremblantes. Il commanda un calvados et se mit à parler à voix basse, jetant régulièrement des regards nerveux vers la porte. Il raconta comment, durant les dernières années de l'URSS, certains cadres du PCF avaient reçu des instructions pour identifier et accompagner de jeunes talents capables de porter un discours radical dans un contexte post-communiste. Il décrivit des réunions secrètes dans des appartements privés où l'on discutait stratégie politique en buvant du thé russe, servi dans des verres à facettes. Il mentionna des stages de formation politique organisés discrètement, où de futurs leaders apprenaient les techniques de mobilisation des masses, les stratégies de communication, l'art de transformer la colère populaire en force électorale. Certains de ces jeunes militants, précisa Georges, bénéficiaient d'un soutien financier dont l'origine restait floue, des bourses d'études, des postes rémunérés dans des structures associatives généreusement financées, des opportunités professionnelles qui s'ouvraient comme par magie. Georges sortit de sa poche intérieure une photographie en noir et blanc, froissée par les années. On y voyait un groupe d'une dizaine de personnes posant devant un bâtiment aux lignes soviétiques caractéristiques. La légende au dos, écrite au stylo bleu, indiquait « Moscou, juillet 1987 ». Parmi les visages juvéniles figés dans l'image, Georges désigna du doigt un jeune homme aux cheveux noirs, au regard intense, qui se tenait légèrement à l'écart du groupe. Le visage était reconnaissable, malgré les années écoulées. Desmarais sentit sa main trembler en tenant la photographie. Qu'était-il allé faire à Moscou,
ce jeune militant français de 26 ans, qui n'occupait alors aucun poste officiel majeur dans aucune organisation politique importante. Georges haussa les épaules. Stage de formation, échanges culturels, voyages d'études, les prétextes ne manquaient pas à l'époque. Mais pourquoi cette photographie avait-elle été si soigneusement conservée dans les archives internes du parti, dans un dossier marqué confidentiel que Georges avait consulté par hasard en 1995, juste avant sa démission? Pourquoi ce même dossier avait-il disparu 6 mois plus tard lors d'un mystérieux cambriolage au siège du PCF, cambriolage dont la police conclut qu'aucun objet de valeur n'avait été dérobé? Georges but son calvados d'un trait et se leva brusquement. Il glissa la photographie dans la main de Desmarets avec un dernier conseil. Oubliez tout ça, certains secrets sont protégés par des forces qui ne reculent devant rien. Puis il sortit dans la nuit humide de février. 3 mois plus tard, sa famille le retrouva mort dans sa maison de campagne en Corrèze. Accident vasculaire, conclut le médecin de famille. Rien de suspect pour un homme de cet âge. Les obsèques furent discrètes. Personne ne mentionna la photographie. Desmarets conserva précieusement ce cliché, mais n'osa jamais le publier. Il le montra cependant à 2 confrères en qui il avait confiance. Le premier, journaliste à Libération, lui conseilla de laisser tomber, évoquant les risques juridiques d'une telle publication sans preuves supplémentaires. Le second, plus téméraire, enquêta de son côté et découvrit quelque chose d'encore plus troublant. En consultant les archives diplomatiques désormais partiellement accessibles, il trouva trace d'un groupe de 32 jeunes Français ayant participé à un séminaire d'études politiques à l'Académie des sciences sociales de Moscou entre juillet et septembre 1987. Le programme officiel mentionnait des cours sur le matérialisme dialectique et l'économie planifiée. Mais une note manuscrite en marge, rédigée par un attaché culturel français, précisait que 5 participants avaient été reçus personnellement par des cadres du département international du comité central du PCUS. 5 noms figuraient sur une liste annexée au rapport. 3 étaient devenus par la suite des universitaires sans ambition politique particulière. Le 4e avait émigré au Canada au début des années 2000. Le 5e était devenu l'un des hommes politiques les plus influents et les plus craints de France. Et dans les couloirs feutrés du pouvoir, certains commençaient à murmurer que cette influence dépassait largement celle d'un simple parlementaire, aussi charismatique soit-il. La maison se dressait au fond d'une impasse étroite du 20e arrondissement, derrière une façade grise qui ne se distinguait en rien des immeubles voisins. Aucune plaque, aucun signe distinctif. Les rares passants qui empruntaient cette rue ignoraient que, 2 fois par mois depuis 1997, un cercle restreint d'hommes et de femmes se réunissait au 3e étage. Ils arrivaient, séparément, toujours en soirée, jamais aux mêmes heures. Certains venaient directement du Palais Bourbon, d'autres des ministères, quelques-uns encore de lieux moins officiels. Jean-Luc Mélenchon présidait ces assemblées silencieuses dont aucun procès-verbal n'était jamais rédigé. Un ancien collaborateur du groupe socialiste qui accepta de témoigner sous couvert d'anonymat décrivit l'atmosphère particulière de ces rencontres. Les téléphones portables devaient être déposés dans un coffret métallique à l'entrée. Les volets restaient clos même en plein jour. On ne servait ni café ni eau comme pour décourager toute prolongation inutile. Mélenchon parlait peu mais écoutait énormément. Il prenait des notes sur un carnet qu'il rangeait ensuite dans une sacoche de cuir brun, toujours la même. Personne ne savait où ces carnets finissaient. Le témoin se souvint d'une phrase prononcée lors d'une réunion de février 2003, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre en Irak. Mélenchon avait simplement dit que certaines décisions ne se prenaient jamais dans les hémicycles, que le pouvoir réel circulait dans des canaux invisibles et que celui qui contrôlait l'information contrôlait l'avenir. Cette obsession du contrôle informationnel remontait à ses premières années en politique. Dès son entrée au Sénat en 1986, Mélenchon avait constitué un réseau de contacts dans les milieux les plus variés. Journalistes, syndicalistes, universitaires, mais aussi agents de renseignement en retraite, diplomates désabusés, anciens militants révolutionnaires reconvertis dans les affaires. Il collectionnait les confidences, archivait les rumeurs,
recouper les versions contradictoires. Un ancien directeur de cabinet raconta qu'il recevait parfois des appels téléphoniques au milieu de la nuit. Mélenchon voulait vérifier un détail, confirmer une date, obtenir le nom d'un intermédiaire. Il ne posait jamais de questions superflues. Chaque information trouvait sa place dans un système de compréhension plus vaste, comme les pièces d'un puzzle dont lui seul détenait l'image finale. Au tournant des années 2000, ce réseau prit une dimension nouvelle. Plusieurs sources concordantes évoquent la création d'un groupe parallèle, structuré autour d'une dizaine de personnes triées sur le volet. Aucun statut légal, aucune inscription officielle, simplement un pacte de fidélité et de silence. Ces hommes et ces femmes occupaient des positions stratégiques dans l'appareil d'État, les médias, les syndicats et certaines entreprises publiques. Ils transmettaient à Mélenchon des informations que même les ministres ignoraient, des projets de loi en gestation, des nominations en préparation, des tensions internes aux partis politiques, des faiblesses personnelles de tel ou tel responsable. Rien de tout cela ne faisait l'objet d'un chantage direct. Mélenchon se contentait de savoir. Et de cette connaissance découlait une forme de pouvoir beaucoup plus subtile que l'autorité officielle. Un document troublant refait surface dans ce contexte. Il s'agit d'un rapport rédigé par les services de renseignement intérieur en octobre 2008, soit quelques mois après la création du parti de gauche. Le rapport porte la mention stricte confidentielle et ne fut diffusé qu'à 3 exemplaires. Son contenu est glaçant. Les analystes y décrivent un phénomène inhabituel dans le paysage politique français. Mélenchon, écrivent-ils ne se comporte pas comme un leader traditionnel. Il ne cherche pas à rassembler des foules par le charisme, mais à tisser des liens invisibles entre des individus clés. Son influence ne se mesure pas au nombre de ses électeurs, mais à la qualité de ses informateurs. Le rapport conclut par une mise en garde. Un homme qui dispose d'autant d'informations sensibles sans occuper de fonctions gouvernementales représente un risque pour la stabilité institutionnelle. Il faudrait, suggèrent les rédacteurs, surveiller de près ses déplacements et ses contacts. Cette surveillance fut-elle réellement mise en place ? Les archives demeurent muettes sur ce point, mais plusieurs événements étranges émaillèrent les années suivantes. En mars 2011, un journaliste d'investigation spécialisé dans les questions de renseignement décéda brutalement d'une crise cardiaque. Il avait 52 ans et ne présentait aucun antécédent médical. Quelques jours avant sa mort, il avait confié à un collègue travailler sur un sujet explosif concernant les réseaux d'influence au sein de la gauche radicale. Ses notes de travail disparurent de son ordinateur. Le disque dur fut retrouvé entièrement effacé. L'enquête conclut à un accident technique. Personne ne jugea utile d'approfondir. 2 ans plus tard, en mai 2013, un ancien conseiller ministériel fut victime d'un accident de voiture sur l'autoroute du Sud. Sa berline percuta un camion-citerne à proximité de Lyon. Le véhicule prit feu immédiatement. L'homme mourut carbonisé. Les enquêteurs ne relevèrent aucune trace de freinage, comme si le conducteur avait volontairement accéléré vers l'obstacle. Or, cet homme avait participé aux réunions de l'impasse du 20e arrondissement. Il connaissait les mécanismes internes du réseau. Certains murmurèrent qu'il avait menacé de parler, de révéler des noms et des méthodes. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'un simple suicide lié à des problèmes personnels. Le dossier fut classé sans suite. Aucun lien ne fut établi avec Mélenchon. Ces morts soudaines ne constituent peut-être que de tragiques coïncidences, mais elles alimentent une interrogation plus vaste sur la nature réelle du pouvoir exercé par cet homme. Pourquoi tant de prudence autour de son nom ? Pourquoi cette difficulté à reconstituer son parcours complet, à identifier tous ses interlocuteurs, à comprendre les rouages de son influence ? Mélenchon lui-même cultive le mystère. Il parle volontiers de l'histoire, de la philosophie, des grands courants révolutionnaires. Mais il demeure étrangement silencieux sur ses propres méthodes, ses propres réseaux, ses propres sources. Un ancien responsable des services de sécurité, aujourd'hui retraité, accepta de livrer un témoignage déconcertant. Il affirma que Mélenchon figurait sur une liste particulière, celle des personnalités susceptibles de déstabiliser l'ordre public en cas de crise majeure.
non pas parce qu'il appellerait à l'insurrection, mais parce qu'il disposerait des moyens de paralyser certaines institutions simplement en révélant ce qu'il sait. Le pouvoir de nuisance d'un homme ne se mesure pas toujours à sa capacité de mobilisation populaire. Parfois, il réside dans le simple fait de détenir des secrets que d'autres voudraient garder enfouis. Et dans ce domaine, conclut le Témoin, Mélenchon reste sans égal dans le paysage politique français contemporain. L'ancien directeur adjoint de la Direction générale de la sécurité extérieure avait accepté de parler sous couvert d'anonymat. Il habitait désormais une villa modeste sur la côte d'Azur, loin de Paris, loin des couloirs où se murmurent les secrets d'État. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il alluma sa cigarette, le regard perdu vers la mer qui scintillait sous le soleil de midi. Nous avons commencé à vraiment surveiller le réseau au printemps 2008. Pas Mélenchon lui-même, non. Lui, nous le connaissions depuis longtemps, depuis ses années au Parti socialiste. Mais ce qui nous inquiétait, c'était l'autre structure, celle qui se cachait derrière la France insoumise, les noms qui n'apparaissaient jamais dans les médias. Les financements qui transitaient par des associations culturelles, des coopératives, des fondations enregistrées à Bruxelles et à Luxembourg. Il tira longuement sur sa cigarette avant de poursuivre. Ce que nous avons découvert dépassait nos hypothèses initiales. Il ne s'agissait pas simplement d'un parti politique classique avec ses militants et ses donateurs. C'était un écosystème complet, autonome, capable de mobiliser des ressources considérables en quelques heures. Des journalistes indépendants qui produisaient du contenu quotidiennement. Des avocats prêts à intervenir partout en France. Des collectifs locaux structurés comme des cellules, chacun ignorant l'étendue réelle du réseau. Le dossier qu'il accepta de nous montrer portait un tampon délavé, classifié, date d'ouverture, 17 juin 2009. À l'intérieur, des photocopies de relevés bancaires, des organigrammes manuscrits, des listes de noms surlignés en jaune. Certaines pages avaient été noircies au marqueur, rendant impossible toute identification précise. Mais ce qui restait visible suffisait à comprendre l'ampleur de l'organisation. 3 noms revenaient régulièrement dans ces documents. Le premier, celui d'un ancien conseiller du ministère de l'Économie, parti brutalement en retraite anticipée en 2006. Le deuxième appartenait à une femme, juriste spécialisée dans le droit constitutionnel qui avait enseigné à Sciences Po avant de disparaître des radars universitaires. Le troisième était celui d'un syndicaliste discret, jamais médiatisé, mais dont l'influence s'étendait sur plusieurs fédérations majeures. Ces 3 personnes ne se montraient jamais ensemble en public. Pourtant, nos équipes avaient repéré des communications régulières entre eux, toujours cryptées, toujours indirectes. Ils utilisaient des messageries sécurisées qui changeaient tous les mois. Ils se rencontraient dans des lieux improbables, une bibliothèque municipale de banlieue, un café de gare à Lille, une salle paroissiale désaffectée près d'Orly. L'ancien responsable des services se leva pour aller chercher un verre d'eau. Lorsqu'il revint, son visage avait durci. En 2011, nous avons intercepté un document troublant, un mémorandum interne évoquant ce qu'ils appelaient le projet Bastille. Pas la prison historique, non. Un programme de restructuration politique profonde prévu sur 15 ans. L'objectif affiché était simple mais vertigineux, créer les conditions d'une rupture constitutionnelle pacifique avant 2025. Ce mémorandum détaillait les étapes avec une précision clinique. Phase 1, infiltration des structures syndicales et associatives. Phase 2, construction d'une plateforme médiatique autonome, indépendante des grands groupes. Phase 3, mobilisation populaire lors d'un moment de crise majeure. Phase 4, proposition d'une assemblée constituante. Chaque phase était accompagnée d'indicateurs chiffrés, de budgets prévisionnels, de listes de personnes à recruter. Nous avons transmis ce document à l'Élysée en juillet 2011. La réponse du cabinet présidentiel fut laconique. Surveillance maintenue. Aucune intervention directe. Le pouvoir politique considérait apparemment que le mouvement restait marginal, trop fragmenté pour représenter une menace sérieuse. Mais nous, sur le terrain, nous voyons les choses différemment. Les effectifs grossissaient, les meetings rassemblaient des foules de plus en plus nombreuses, et surtout, le discours changeait, devenait plus radical, plus cohérent.
Le point de bascule survint durant l'élection présidentielle de 2012. Mélenchon obtint un score inattendu au premier tour, plus de 11% des suffrages exprimés dépassant toutes les projections initiales. Mais ce n'était pas le chiffre qui nous inquiétait le plus. C'était la capacité d'organisation démontrée pendant la campagne, des centaines de meetings organisés en quelques semaines, des milliers de militants coordonnés sans faille, une logistique digne d'un appareil d'État. Après cette élection, le dossier Mélenchon fut transféré à un niveau supérieur de surveillance. Une cellule spéciale fut créée, rattachée directement au coordinateur national du renseignement. 6 analystes à plein temps, un budget annuel de plusieurs centaines de milliers d'euros. Leur mission consistait à cartographier le réseau, identifier les financements, anticiper les mouvements stratégiques. Les premiers rapports de cette cellule révélèrent des connexions surprenantes, des liens avec certains milieux diplomatiques sud-américains, notamment vénézuéliens et boliviens, des échanges réguliers avec des think tanks allemands proches de Die Linke, des contacts discrets avec des figures intellectuelles italiennes du mouvement 5 étoiles, avant même que celui-ci n'accède au pouvoir. Le réseau dépassait largement les frontières françaises. Un incident particulier attira notre attention au printemps 2013. Un journaliste d'investigation travaillant pour un grand quotidien national préparait un long article sur les finances de la France insoumise. Il avait obtenu des documents compromettants montrant des flux financiers opaques transitant par des associations écrans. 3 jours avant la publication prévue, son ordinateur fut volé lors d'un cambriolage à son domicile parisien. Rien d'autre ne fut dérobé. Ni bijoux, ni argent liquide, ni équipement électronique. Uniquement l'ordinateur contenant son enquête. Le journaliste porta plainte, mais l'affaire ne fut jamais élucidée. Il tenta de reconstituer son travail à partir de notes manuscrites et de sauvegardes partielles. Mais l'article publié finalement fut édulcoré, vidé de sa substance. Quelques semaines plus tard, ce même journaliste accepta un poste confortable dans une agence de communication. Il cessa toute investigation sur le sujet. Coïncidence troublante, un autre cas similaire se produisit 6 mois plus tard. Une universitaire spécialisée en sciences politiques préparait un ouvrage sur les nouveaux mouvements populistes en Europe. Un chapitre entier était consacré à la France insoumise et aux méthodes de structuration du mouvement. Elle avait mené des dizaines d'entretiens, recueilli des témoignages internes, analysé des documents stratégiques. Puis, brusquement, elle annonça l'abandon de son projet. Officiellement pour raison de santé. Officieusement, plusieurs de ses collègues affirmèrent qu'elle avait subi des pressions, des menaces voilées, des avertissements inquiétants. L'ancien cadre de la DGSE écrasa sa cigarette dans le cendrier. Son regard évitait désormais le nôtre. Nous avons compris à ce moment-là que nous ne faisions pas face à un simple parti politique. Nous étions face à une structure capable de protéger ses secrets avec une efficacité remarquable. Une structure disposant de relais dans différents secteurs, médias, justice, administration. Une structure sachant anticiper les menaces et neutraliser ceux qui s'approchaient trop près de la vérité. La question qui hantait nos réunions internes était toujours la même. Qui protégeait réellement ce réseau ? D'où venaient les informations permettant d'anticiper les enquêtes avant même qu'elles ne soient rendues publiques ? Comment expliquer que tant d'obstacles surgissaient systématiquement sur le chemin de ceux qui cherchaient à comprendre ? Et surtout, jusqu'où remontait cette chaîne de protection ? Le crépuscule commençait à teinter la mer de reflets orange et violets. Dans quelques heures, la nuit tomberait complètement, et avec elle peut-être d'autres révélations. L'homme que nous avons retrouvé à Bruxelles portait un nom différent de celui qu'il avait eu en France. Il travaillait comme consultant pour une obscure firme de relations publiques spécialisée dans les campagnes électorales d'Europe de l'Est. Quand nous avons prononcé le nom de Mélenchon, son visage s'est figé. Il a jeté un regard nerveux vers la rue, puis a accepté de parler, à condition que nous n'enregistrions rien. J'ai coordonné sa communication digitale pendant la campagne de 2012. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous n'avons jamais vraiment mené une campagne politique classique. Nous avons construit quelque chose de complètement différent. Un réseau neuronal humain. Chaque militant était un nœud, chaque section locale un relais. Les directives ne venaient pas d'en haut de manière visible. Elles émergeaient simultanément partout.
comme si des milliers de personnes pensaient la même chose au même moment. Il s'est tu un instant, allumant une cigarette avec des gestes saccadés. Le système était conçu pour survivre à n'importe quelle décapitation. Si vous arrêtiez Mélenchon demain matin, le réseau continuerait à fonctionner exactement de la même manière. C'était le génie du dispositif. Pas de hiérarchie visible, pas de structure organique identifiable, juste des milliers de cellules autonomes qui réagissaient aux mêmes stimuli, partageaient les mêmes codes, poursuivaient les mêmes objectifs sans avoir besoin de recevoir des ordres explicites. Les archives que nous avons consultées à la Bibliothèque nationale contenaient des traces de cette architecture invisible, des comptes rendus de réunions publiques organisées simultanément dans 14 villes différentes le même soir, le 23 février 2012. Les témoignages des participants décrivaient tous la même chose. Une réunion locale, des discussions apparemment spontanées, des décisions prises collectivement. Mais les conclusions étaient identiques partout. Les mêmes slogans, les mêmes axes de campagne, les mêmes priorités stratégiques émergeaient comme par magie dans des salles séparées par des centaines de kilomètres. Un ancien cadre du Parti socialiste nous a confié sous anonymat qu'il avait assisté à l'une de ces réunions par curiosité. Ce qui l'avait frappé n'était pas le contenu des discussions, mais leur chorégraphie invisible. Les gens ne semblaient pas suivre un script, et pourtant tout se déroulait avec une précision troublante. Les questions surgissaient dans un ordre qui semblait naturel, mais qui conduisait inexorablement aux mêmes conclusions. Les débats paraissaient ouverts, mais aboutissaient toujours au même consensus. C'était comme observer une fourmilière, nous a-t-il dit. Aucune fourmi ne connaît le plan global, mais l'ensemble construit une architecture complexe et fonctionnelle. Sauf qu'ici, nous parlions d'êtres humains qui croyaient prendre des décisions autonomes. Les documents internes de la Direction centrale du renseignement intérieur auxquels nous avons eu accès révèlent que les services avaient identifié ce qu'ils appelaient des noyaux dormants. Des groupes de militants qui ne participaient à aucune activité visible entre les élections, ne cotisaient à aucune organisation, n'apparaissaient dans aucun fichier, mais qui se réactivaient instantanément à chaque échéance électorale, déployant une efficacité redoutable. Un rapport daté du 12 septembre 2016 notait avec inquiétude la capacité de ces réseaux à mobiliser des ressources considérables sans laisser de traces financières exploitables. Les meetings géants de la campagne présidentielle de 2017 avaient coûté des sommes importantes. Pourtant, les flux financiers officiels ne correspondaient pas aux dépenses réelles. L'argent semblait circuler par des canaux invisibles, des contributions en nature, des services rendus sans contrepartie apparente, un système de troc politique sophistiqué qui échappait à tout contrôle. La juge d'instruction qui avait tenté d'enquêter sur ces circuits parallèles avait abandonné après 18 mois d'investigation. Nous l'avons rencontrée dans son bureau du tribunal de Paris, entourée de cartons poussiéreux contenant des milliers de pages de procédures. Chaque fois que je pensais tenir un fil, il se dissolvait entre mes doigts. J'interrogeais quelqu'un qui avait organisé un meeting, fourni du matériel, financé une impression. La personne me donnait un nom. Je convoquais cette nouvelle personne qui m'en donnait un autre, et ainsi de suite. Au bout de 6 mois, j'avais interrogé 93 personnes et je me retrouvais exactement au point de départ. Personne ne mentait vraiment. Chacun avait effectivement fait ce qu'il disait. Mais l'ensemble ne formait aucune structure cohérente, aucune chaîne de commandement identifiable. Elle a repoussé un dossier avec lassitude. Le procureur m'a finalement suggéré de classer sans suite, pas parce que nous avions trouvé quelque chose d'illégal, mais parce que nous ne trouvions rien du tout, comme si nous enquêtions sur un fantôme. Les transcriptions des écoutes téléphoniques que nous avons pu consulter révèlent un autre aspect troublant. Les conversations entre cadres du mouvement ne contenaient presque jamais d'instructions explicites, pas de directives, pas d'ordre, pas de coordination apparente, juste des échanges anodins, des discussions sur la météo, des plaisanteries. Et pourtant, quelques heures après ces conversations apparemment insignifiantes, des actions coordonnées se déclenchaient dans tout le pays.
un ancien analyste de la Direction générale de la sécurité intérieure, nous a expliqué ce qu'ils avaient fini par comprendre. Les vrais messages ne passaient pas par les mots. Ils étaient encodés dans le contexte, dans le timing, dans des références culturelles partagées que seuls les initiés pouvaient décrypter. Une citation de Victor Hugo pouvait signifier une mobilisation. Une allusion à un film des années 70 déclenchait une campagne sur les réseaux sociaux. Un simple emoji envoyé au bon moment activait des dizaines de relais. Nous avions face à nous un système de communication qui utilisait la culture elle-même comme code, impossible à décrypter pour quelqu'un d'extérieur, parfaitement transparent pour ceux qui en faisaient partie. Le soir tombait sur Bruxelles quand notre informateur nous a raccompagnés à la porte. Il s'est retourné une dernière fois, le visage grave dans la lumière déclinante. Vous voulez savoir pourquoi ils le craignent vraiment. Ce n'est pas à cause de ce qu'il dit, c'est à cause de ce qu'il a construit, une machine politique qui n'a pas besoin de lui pour fonctionner. Qui survivra à sa disparition? Qui est déjà en train de se répliquer dans d'autres pays, sous d'autres formes? Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment l'arrêter. Parce que pour détruire un réseau, il faut d'abord pouvoir le voir, et celui-là est devenu invisible. Le consultant a baissé la voix presque jusqu'au chuchotement. Il nous a parlé de réseaux dont personne ne soupçonnait l'existence, de connexions qui traversaient les frontières comme des filles invisibles tissant une toile à l'échelle du continent. Il a mentionné des rencontres dans des hôtels discrets de Strasbourg, des conversations téléphoniques cryptées, des transferts de fonds passant par des structures associatives au nom anodin. Selon lui, Mélenchon ne construisait pas simplement un parti politique français, il orchestrait quelque chose de bien plus vaste, une internationale nouvelle génération capable de mobiliser des millions de personnes sans jamais apparaître sur les organigrammes officiels. Nous avons quitté Bruxelles avec plus de questions que de réponses. Les documents que nous avions collectés formaient un puzzle incomplet, des fragments d'une image dont le centre demeurait flou. Chaque piste semblait se dérober au moment précis où nous pensions toucher la vérité. Les témoins disparaissaient dans le silence, les archives restaient inaccessibles, les portes se fermaient systématiquement devant nos demandes d'interview. Ce qui nous frappe le plus dans cette enquête, c'est le contraste saisissant entre la perception publique et la réalité souterraine. L'homme politique, que les médias présentent comme un tribun populiste, cache peut-être une machine de pouvoir infiniment plus sophistiquée que tout ce que nous avons pu documenter. Son véritable pouvoir ne résiderait pas dans les institutions qu'il critique avec tant de véhémence, mais dans les réseaux parallèles qu'il a patiemment tissés pendant des décennies. La question reste ouverte. Sommes-nous face à un visionnaire incompris qui tente de transformer la démocratie de l'intérieur, ou devant un architecte du chaos qui joue avec les règles du jeu politique comme personne avant lui? Les dossiers que nous avons consultés ne permettent pas de trancher définitivement. La vérité, si elle existe, demeure classifiée dans des cercles si restreints que même ceux qui gravitent autour de Mélenchon depuis des années admettent ignorer l'étendue réelle de son influence. Cette enquête nous a menés aux frontières de ce qui peut être révélé. Au-delà commence un territoire où les faits se mêlent aux hypothèses, où les témoignages deviennent contradictoires, où chaque certitude s'évapore comme une fumée. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette investigation passionnante et troublante. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Un simple clic sur le bouton d'abonnement nous aide énormément à continuer ce travail de recherche. Laissez-nous un like si vous pensez que cette histoire méritait d'être racontée et surtout, partagez votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous de cette affaire? Avez-vous des informations complémentaires? Votre avis compte pour nous.